pareil, pour détecter les différences entre le syndrome d'Asperger et quelqu'un qui a des troubles autistiques, c'est compliqué. Donc ça, plus ça, c'est sûr que ça engendre des difficultés pour les familles. D'accord. Et sur ça, tu veux dire, il n'y a pas, enfin, dès la formation, enfin, les gens vont pas se dire, tiens, je vais mettre spécialiste de l'autisme. Non, franchement, c'est assez rare. Hein. En tout cas, il n'y a pas grand-chose dans la formation. Alors, Quentin, oui. Exactement ça, ouais. Moi, je suis psychologue spécialisé dans l'autisme, et c'est vrai que dans la formation, il n'y a presque rien sur l'autisme. On est obligé de faire un diplôme universitaire d'autisme après, pour pouvoir se former ou faire une école spécifique. Ou partir à l'étranger. Ou partir à l'étranger, tout à fait. Mais en France, il n'y a pas de formation. Donc déjà, c'est dur en tant qu'étudiant de se dire, tiens, je voudrais bosser dans l'autisme, alors qu'on n'a eu aucune donnée sur l'autisme. Dans le catalogue. C'est ça, tout à fait. Mais il y a un réel retard et vas-y, je continue. Moi après je voudrais attirer l'attention sur quelques chiffres et sur le juridique. Très bien. Non, simplement oui, pour reparler du diagnostic, c'est vrai que c'est un diagnostic qui est difficile parce que c'est une accumulation de signes et il faut tous les avoir. Des traits autistiques, tout le monde en a, hein. Des problèmes de communication, des difficultés à communiquer dans certaines situations, des routines qu'on a en place, on en a tous. Mais à partir d'un certain point, on va parler d'autisme, alors que si on en a juste quelques-unes, c'est pas de l'autisme. Et pour ça, il y a besoin d'une équipe pluridisciplinaire. Il y a besoin, comme tu l'as dit, Chloé, plein d'intervenants. Ouais. Voilà. Plein d'intervenants différents, des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues. Et le diagnostic va pouvoir s'établir uniquement lorsque l'équipe se sera rencontrée. Et il faut encore que l'équipe soit comportementaliste, parce qu'en France, la plupart des équipes sont psychanalytiques. Alors, c'est la culpabilité avec Freud et Lacan et culpabilité de la mère. Ah oui. Oui, ça a été beaucoup. Enfin, les TCC, c'est plutôt aux États-Unis. Ils ont été sensibilisés maintenant à ça, donc ils le disent les moins. TCC, il y en a ici, dans notre centre. Oui, mais ça vient des États-Unis. En France, on a quand même une culture psychanalytique avec... Oui, c'est pratiquement 80% psychoanalytique. C'est ça pourquoi il y a tant de difficultés de trouver des diagnostics. Parce que si vous faites face à des équipes psychoanalytiques, il ne peut pas savoir comment faire. C'est-à-dire il y a des diagnostics qui sont faits, mais qui sont faux. Enfin, ce sont des... Il y a la difficulté de l'avoir, et qu'est-ce qu'il vaut ? Parce que comme le disait Quentin, ils ne sont pas formés. Donc, ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui en France d'établir un diagnostic fiable en matière d'autisme et également concernant les Asperger ? Nous, pour présenter Hélène qui est autour de la table, donc c'est la présidente de Asperger Aide France, et avec cette association-là, nous on est en ce moment en train de faire une action. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie des autistes pour lesquels il n'y a pas de signe extérieur. Vous voyez, de vous à moi, si vous allez sur internet voir la liste des personnalités, des célébrités qui sont Asperger, vous allez découvrir Lionel Messi, Bill Gates, des gens. Donc moi, en tant que juriste et en tant qu'avocat, ce qui m'a intéressé, et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec Hélène, c'est comment on est traité quand on est mis en garde à vue, comment on est traité quand on est mis en détention dans les prisons, sachant que tu parlais tout à l'heure de l'hypersensibilité. Une garde à vue pour une personne lambda, comme vous et moi, on va dire, c'est déjà un enfer, c'est déjà une catastrophe. Pour une personne Asperger ou autiste, quand les policiers, je ne veux pas critiquer la police, mais quand les policiers appréhendent, mettent en garde à vue avec toute la violence que ça comporte sans s'inquiéter du syndrome, de la présence du syndrome, c'est une catastrophe. Et nous, on a interrogé 25 maisons d'arrêt en France et tous les commissariats parisiens. On a reçu quoi, Hélène ? On a reçu 5 lettres. Et dans les 5 lettres, ça disait pardon, maître, on va peut-être paraître un peu bête, mais de quoi vous parlez ? Moi, j'ai ma réponse. En France, aujourd'hui, sur le plan juridique, dans les maisons d'arrêt et dans les commissariats de police, on est incapable de le traiter. Par contre, les personnes, on les met en garde à vue et on les met en détention. Mais il n'y a pas de médecins, il y a des médecins. Il y a des médecins, mais les médecins, on vient d'en parler, ils ne sont pas formés. Alors il y a Valérie qui nous écoute, qui aimerait témoigner. Valérie, si tu veux témoigner, balance-nous ton numéro vite fait. Non, du coup, on parlait d'autisme et de syndrome d'Asperger. C'est quoi, la différence entre les deux ? Alors vas-y, explique-nous la différence et après on va avoir Odile au téléphone. Vas-y. La différence entre l'autisme, c'est un spectre. D'accord. D'un côté, vous avez l'autisme avec déficience intellectuelle, et de l'autre côté, vous avez l'autisme sans déficience intellectuelle. Le problème, c'est que tout ça, c'est confus, et on ne peut pas s'occuper d'une personne qui va à Sciences Po de la même manière que quelqu'un qui a besoin d'une prise en charge beaucoup plus intensive. C'est ça pourquoi
je reviens un petit peu en arrière. J'ai eu un fils aussi qui avait le syndrome d'Asperger, qui n'était pas pris en charge du tout, qui s'est suicidé. Et c'est après son suicide, parce qu'il n'était pas pris en charge, que j'ai créé notre centre. Et j'ai pris des personnes formées au syndrome d'Asperger spécifiquement. Parce que la difficulté avec le syndrome d'Asperger, il n'y a pas de signe extérieur. Et c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre, traduire le langage implicite. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que c'est le langage implicite, mais par exemple, c'est le langage que vous recevez quand vous rencontrez quelqu'un. Comme quand je suis là. Langage non verbal. Ça peut être langage du corps, ça peut être langage des émotions. Par exemple, je suis là, je parle, et vous avez chacun de vous des messages qui viennent vers vous. Vous dites, elle a un certain âge, elle a un accent, etc. Juste avec l'accent, vous allez dire, mais elle est anglaise, Brexit, Big Ben, voyage en Angleterre. Disons l'ouverture des bars. C'est ça, c'est dicte votre conduite vis-à-vis moi. Ouais. D'accord. Vous allez dire peut-être, vous connaissez quelqu'un d'anglaise, elle est peut-être comme moi, et vous ne l'aimez pas du tout, vous n'aimez pas moi non plus. C'est juste un exemple. Hein. Oui. Disons, mais vous faites le lien. Ah, mais maintenant que tu dis ça, ouais. Je pense à quelqu'un. Mais Hélène, vous m'aviez donné un très bon exemple. Moi, ça m'avait tout de suite fait comprendre. Je pense qu'on avait parlé du fait que voilà, les codes sociaux font que, par exemple, si je vous parle et que je regarde ma montre 4-5 fois, vous devriez comprendre que je m'ennuie ou que je suis pressé et que j'ai un rendez-vous. Ça fait partie des choses et des codes sociaux implicites que pour le coup la personne présentant le syndrome Asperger ne va pas cerner. Vous m'aviez également donné l'exemple avec les lunettes. Ah oui. Ça c'était un très bon. Alors l'exemple avec les lunettes. Vous vous souvenez Quand tu compares à quelqu'un qui est aveugle. C'est ça. Parce que je disais qu'on peut comparer à un aveugle. Un aveugle, il a un problème des yeux. Ouais. Mais vous avez des lunettes, vous avez aussi quelque part un problème des yeux. Malheureusement, oui. Mais c'est pas le même problème. Non. Et c'est pas la même prise en charge. Oui. D'accord. Pour distinguer autisme et... Si vous enlevez vos lunettes, moi je ne sais pas que vous avez besoin de lunettes jusqu'au moment que vous prenez votre voiture. Ouais. Et là, je verrai peut-être que vous avez un problème. Mais c'est ça la difficulté avec les personnes Asperger. Ils ressemblent à tout le monde, mais ils ne sont pas comme tout le monde. Mark Zuckerberg, Bill Gates, je vous le disais, des gens qu'on connaît et qu'on voit tout le temps. Et pour revenir au travail avec Joanne, dans les prisons, ils sont souvent en prison parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils faisaient. Sur le plan juridique de la responsabilité. Est-ce qu'il y a plein d'autistes en prison? Mais oui, énormément. Il y a des gens, et alors il y a un super exemple, d'ailleurs dans le cadre de nos recherches avec Hélène, on a pu voir ça, en Angleterre, pour vous dire qu'il y a des pays qui font du bon boulot et dont on pourrait s'inspirer, la Belgique, l'Angleterre. En Angleterre, il y a des départements dans les maisons d'arrêt pour l'autisme, pour les Asperger, où on les traite différemment, où les personnes sont formées. Et ben, voilà. Fait dans notre centre, c'est la prise en charge. Et la prise en charge, pour les personnes autistes, il y en a pour toutes les personnes autistes, pas que des Asperger, en prenant en charge les Asperger. Mais Quentin peut vous raconter qu'il a vraiment des améliorations quand ils sont pris en charge. Alors Quentin, toi déjà Quentin, on rappelle, tu es psychologue spécialisé sur l'autisme. Spécialisé en thérapie comportementale et cognitive, on en parlait tout à l'heure, les TCC. D'accord. Alors par exemple pour les auditeurs, comment on fait déjà pour avoir une séance avec toi s'il y a des enfants qui ont besoin de te voir? Alors, moi ça va plutôt être les adolescents, les adultes, mais il y a d'autres psychologues dans notre centre, donc l'idée ça va être de rechercher sur internet Asperger Aide France, notre association. Il y a un numéro directement qui s'affiche et vous aurez Hélène au téléphone et Hélène vous donnera un rendez-vous avec un psychologue qui est disponible, donc soit moi, soit quelqu'un d'autre. Et c'est assez rapide pour avoir un rendez-vous? Oui, en général, on évolue assez vite, ce qui fait que lorsqu'on est plein, souvent on essaie de recruter un nouveau psychologue pour prendre de nouvelles personnes, et ce qui fait que généralement, il y a peu de temps d'attente. Comment t'as fait pour spécialiser dedans, Quentin? Alors, moi j'ai un parcours qui est un peu spécialisé justement, des masters en thérapie comportementale et cognitive, il n'y en a pas beaucoup en France, donc je me suis orienté vers Strasbourg, je suis allé à Strasbourg pour faire ce master-là. Et donc j'ai été formé en thérapie comportementale et cognitive, mais pas en autisme. Il n'y a toujours pas d'autisme, même en TCC. Et du coup, j'ai complété ma formation par un diplôme universitaire d'1 an sur les troubles du spectre de l'autisme. Mais ça, c'est important de bien faire de la TCC et de se spécialiser après dans l'autisme. Donc c'est un parcours qui peut être difficile. Hélène? Moi, je voulais juste dire qu'on fait des bilans et des diagnostics dans notre centre, d'accord? Et ça prend pas beaucoup de temps. Disons, on fait pas
on fait un entretien, un compte rendu, et on travaille avec un psychiatre qui fait le diagnostic et on fait environ 2-3 bilans diagnostiques par semaine. Et le centre, il est où? À Alfortville, dans le 94. Et je suppose qu'il est-ce qu'il y a des centres comme ça un peu partout? On est pratiquement le seul centre privé, hein, ouais. Parce qu'il y a des publics. Mais le privé, c'est vous. Ben, privé, ça c'est pas pourquoi on peut aller plus vite, si vous voulez, dans le délai, parce qu'on a 2 mois, on n'a pas 4 ans, nous. Et du coup, tout le monde, je suppose, n'a pas les moyens d'aller dans un centre privé. Tout le monde n'a pas les moyens. Mais moi, je me suis dit, quand j'ai ouvert le centre, c'est mieux qu'on fait un goutte d'eau dans l'océan que rien du tout. Moi, je préfère avoir 2-3 diagnostics par semaine avec des personnes qui peuvent payer, parce que moi, je ne suis pas de psychologue bénévole, il n'y a que moi qui est bénévole. mais en tout cas, Hélène, tu as beaucoup d'énergie et merci à toi d'avoir créé cette association. Merci à toi. Parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissaient pas ce soir à la radio et qui découvrent l'association. Asperger de France. Ouais. Et franchement, je voulais te dire un grand merci. Et franchement, Hélène, tu reviendras dans l'émission parce qu'on fera d'autres sujets. Non, mais vraiment. Il y a une anecdote sur Hélène que je trouve géniale. C'est une des premières choses qu'elle m'a dites quand on a fait connaissance. Parce que moi, du coup, je suis l'avocat de son asso et on travaille avec des gens. Il y a 20 ans, Hélène, alors que on parlait pas du tout de l'autisme ni de l'Asperger, elle a acheté un bus londonien, un gros bus rouge londonien, et elle a écrit dessus en énorme Asperger, tu vois, et elle faisait des tours dans Paris et tout. Et je pense que c'est les premières fois peut-être où les gens ont pu lire le mot. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est, tu vois. Et bon, on peut applaudir Hélène, franchement, on peut applaudir Hélène parce que Hélène a fait un très très beau boulot. Merci Hélène. Merci Quentin aussi. Quentin aussi, il faudrait que tu reviennes dans l'émission aussi quand on aura plus de temps. Mais merci à toi Quentin. Voilà, parce que franchement,